de travaux, même du bénévolat pour venir en aide aux plus faibles, de soutenir matériellement, psychologiquement. Bénévolat, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Non, moi, principalement, je continue à travailler, mais avec un nombre d'heures réduit. Et je peux aussi participer à des activités de type social, dans une aide, en fait, une aide logistique lorsqu'il faudra des citoyens pour faire une bonne œuvre dans le cadre de la lutte aussi du Covid-19. Notre Voilà, participation simple. Voilà. voilà, merci. Donc, encore une fois de plus, prudence, prudence, ne sortez pas si cela n'est pas nécessaire. Gardez, restez à la maison pour vous protéger. Alors, nous allons essayer de voir ce qu'il y a comme actualité. D'abord, parlons de quelques décès. Nous avons dans la communauté ou la diaspora enregistré quelques décès, ici, aussi bien ici qu'en France. On nous parle du décès d'un frère syriaque, Boussouka, que vous avez certainement connu sur les réseaux sociaux, qui animait des soirées. Il était tout le temps sur Internet. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce frère qui a marqué la communauté dans ce sens, et nous prendrons toute une édition. Nous avons aussi la disparition du sapeur d'Adapouré et qui nous a quittés en France. Également, nous ferons un point sur lui la semaine prochaine. Nous avons également M. César Ganao qui nous a quittés il y a 2 jours à Brazzaville. Il a vécu ici à Chicago, à Ohio et à Washington, D.C. Et donc, César a quitté Paris quelques semaines, je crois, ou quelques jours avant même que la fermeture des frontières ne soit décrétée là-bas en France. Je vous signale qu'il est décédé à la suite de la négligence du personnel médical du CHU. C'est ce que nous a rapporté son épouse, que nous avions eu au téléphone il y a 2 jours. Nous avons encore beaucoup d'autres décès dont nous parlions. Il y avait la Congolaise, Alphonsine, cette dame célèbre dans les milieux des artistes dont nous parlions la semaine dernière. J'ai oublié le nom, qui tenait un restaurant, je crois, à Château-Rouge, et bien d'autres Congolais. Voilà, nous ferons donc la semaine prochaine tout un point sur toutes ces disparitions, le temps que ces inhumations se fassent. Et voilà. Commençons donc par quelques nouvelles de cette commission, cette fameuse commission du gouvernement qui s'occupe, dont le but est de soulager la misère des Congolais. Nous avons récemment appris que le gouvernement a décrété ou a pris des mesures pour rendre gratuite ou mettre une pause sur le paiement des factures d'électricité et d'eau là-bas à Brazzaville. C'est apparemment, Christian, je vois sourire, c'est une mesure salutaire, non? Qui vient soulager la misère des Congolais qui ont toujours des problèmes. Déjà que cette eau est difficile à avoir, et arrêter le paiement des factures, c'est encore mieux déjà pour eux. Ben, Christian? je souris déjà parce que on parle d'électricité, de distribution d'électricité, mais nous savons tous que c'est déjà difficile d'avoir des bonnes installations. Et même quand ces installations, lorsqu'il s'agit de la haute tension, euh, euh, elles tuent. Elles passent par-dessus le toit des maisons d'habitation, soit c'est des câbles haute tension qui sont à même le sol. Le Congo, il pleut beaucoup, forte pluviométrie. L'eau et l'électricité font mauvais ménage. Voilà. Et lorsqu'on parle de l'eau potable, est-ce que c'est l'eau de mer qui est dessalée? Nous n'avons pas ces installations, comme au Koweït. Est-ce que c'est l'eau du fleuve Congo qui est traitée? Est-ce que c'est bassin versant? Est-ce que c'est château d'eau de rétention? Est-ce que c'est château d'eau de distribution? Est-ce que c'est l'eau minérale qui est fabriquée simplement? Donc, oui, mais non. On salue cette initiative dans le fond, mais dans la forme, on sait que c'est difficile. Voilà. Voilà, Alphonse, une réaction sur cette mesure salutaire du gouvernement qui vient comme par surprise. Personne ne pensait à cela. Ils ont certainement, pensez-vous, imité les autres, notamment le Gabon et d'autres pays? Merci encore une fois, Jean-Lewis, pour cette parole et cette occasion de partager avec nos compatriotes, surtout ceux du Congo-Brazzaville. Alors, il ne s'agit plus, enfin, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire
des polémiques, mais de faire des constats, un constat. Ce qui est triste au Congo-Brazzaville, il décrète, le gouvernement décrète la gratuité de l'eau et de l'électricité, il me semble, pendant 2 mois. Mais la première question à se poser, y a-t-il de l'eau? Y a-t-il cette eau d'habitude? Comment ça se passe? L'électricité, c'est un délestage. Et c'est pareil pour l'eau. Il n'y a pas d'eau partout. On a bien vu les images la dernière fois des enfants qui récupéraient l'eau dans un caniveau. Vous imaginez, cette image m'a tellement traumatisée que je reconnais qu'à une époque, nous également partions prendre de l'eau dans les puits à Brazzaville, mais tout de même, alors décréter la gratuité d'eau, l'eau qui se fait souvent rare, ben, pourquoi pas? Bon, c'est étonnant, je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est triste, c'est déplorable, mais bon, que voulez-vous? Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, on va se contenter de ce qu'il y a pour l'instant. Donc, quand ça sort chez vous dans le quartier, les gens vont faire des efforts pour se ravitailler. Donc, du coup, vous voyez vous-même que avec cette histoire de confinement, on est encore loin de respecter le confinement. Parce que quand on n'a pas d'eau, il faut bien sortir, aller chercher l'eau. Et l'eau, généralement, on va faire la queue pour avoir de l'eau avec des bidons, les bidons jaunes que vous avez pris l'habitude de voir. L'électricité, un coup, c'est tel quartier. Je parle du moins dans Brazzaville, mais c'est la même situation que dans Pointe-Noire. Dans les grandes villes, un coup, c'est dans tel quartier. Ils ont l'électricité 2 jours. Un coup, c'est dans l'autre quartier. Alors, quel est ce pays qui peut bien fonctionner dans ce rythme-là où vous mettez vos produits, ceux qui ont, par exemple, leurs produits, moi, je pense que les un peu privilégiés d'avoir un congélateur. Alors, en confinement, vous achetez tout ce qui est produit périssable, vous êtes mal barré. Donc, rien n'est sûr. D'ailleurs, quand on dit, même ce délestage n'est jamais respecté. Hein. Donc, il y a des quartiers qui connaissent un peu, la population connaît un peu le rythme de délestage, mais ça arrive que quand c'est leur tour, il n'y a rien. Et Voilà. ben, généralement, si vous avez fait un programme, bon, 2 jours dans le congélateur, ça peut résister. Mais si 3, 4 jours après, il n'y a pas d'électricité que vous attendez, vous voyez un peu les dégâts. Donc, il y a des gens qui ont fait leurs réserves, qui perdent ce qu'ils ont mis de côté, ce qu'ils ont mis en stock pour manger pendant le confinement, ceux qui ont pu avoir quelque chose. Voilà, c'est déplorable cette situation. Mais bon, alors, à part l'électricité et l'eau, qu'est-ce qui a encore été décidé? Qu'est-ce qui a été mis en place? On en parle. J'en viens. Alors, je vous annonce donc l'arrivée d'Evra Nango sur ce plateau. Salut donc Evra, que je découvre comme sort du maquis. Hein? Alors, Evra, nous abordons la question de la gratuité de l'eau et de l'électricité décrétée par le gouvernement. Vous allez vous jeter à l'eau. Alors, c'est une mesure salutaire. Je sais que vous avez toujours eu des positions assez dures à l'égard de ce gouvernement, mais quand même, pour une fois, il faut les féliciter, non, de penser au peuple. Evra Nango. Oui, ça bug. Allez-y, Evra. Non, ça bug. Je ne vous ai pas écouté ce que vous avez dit. Ah bon, je vais reprendre. Donc, vous venez donc d'arriver. Merci donc, bienvenue sur la radio de la communauté Evra Nango. Nous abordions la question des mesures salutaires prises par le gouvernement congolais, entre autres la gratuité de l'eau et de l'électricité pendant 2 ou 3 mois. Qu'en dites-vous? Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, mais c'est une très bonne mesure. Bon, je commence d'abord à saluer tous les intervenants et nos spectateurs aussi. En tout cas, merci. Je veux dire que non, les mesures prises par le gouvernement sont des mesures qui sont bonnes. Mais il faut aller plus loin parce que nous savons déjà que dans notre pays, l'eau
et l'électricité, déjà, ce sont des denrées qui sont rares. Et les Congolais ne bénéficient pas jusqu'à aujourd'hui d'une très bonne qualité de l'eau et de l'électricité aussi. Donc, il faudrait aller plus loin. Il y a, la majorité des Congolais vivent de l'économie informelle. Et beaucoup sont locataires et comment est-ce qu'ils feront pour payer leur loyer? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça aussi ce qui est plus important aussi. Les gens n'ont pas d'entrée d'argent parce que pour le moment, avec le confinement et l'état et le couvre-feu, les gens n'ont pas assez de moyens, n'auront pas assez de moyens pour pouvoir faire face à leur charge. Donc, je pense que le gouvernement doit essayer de mettre un peu plus haute la barre pour pouvoir aider les populations à s'en sortir par rapport à l'état d'urgence sanitaire. Voilà, vous demandez un peu plus, mais on a annoncé également, Alphonsine, non, c'est Ngombe, une enveloppe de 4 milliards de CFA, la bagatelle de 4 milliards de CFA pour venir au secours des familles pauvres, notamment, qui ont été déjà répertoriées, c'est ce qu'on dit là-bas, par le ministère des Affaires sociales. Je ne sais pas sur quelle base on va répertorier ces familles, quand on sait qu'on a des problèmes même de recensement là-bas. Et voilà, Ngombe, est-ce que vous pouvez réagir là-dessus, sur cette autre mesure salutaire, notamment la distribution des kits, donc de la nourriture et autres? Je leur ai dit aussi, si vous pouvez me permettre, oui, par rapport à ce que vous venez de dire, le ministère des Affaires sociales veut se baser sur le projet Lisungi et Téléma. Or, il s'avère que le projet, prenons le cas du projet Lisungi, le projet Lisungi est cofinancé par l'AFD, l'Agence française de développement, et la Banque mondiale. Le Congo, la participation, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu la participation de l'État congolais. Et le ministère des Affaires sociales et des actions humanitaires, c'est un ministère qui est totalement démuni, ne dispose pas de moyens. Ce ministère ne fonctionne qu'avec des dons et des subventions étrangères. Donc, c'est compliqué avec ce ministère-là. Je ne pense pas que non, ils seront en mesure de relever le défi. Parce que le projet qui se Lisungi jusqu'à aujourd'hui, le projet qui Lisungi, on n'a pas vu les résultats escomptés avec le projet Lisungi. Là encore, avec le projet Téléma qui concerne quasiment les jeunes, mais ils n'ont pas de listing. Il n'y a pas une base de données fiable où le gouvernement peut s'appuyer dessus pour pouvoir venir en aide aux populations. Donc, je pense que même les 4 milliards, on ne sait pas si effectivement l'argent existe dans un compte répertorié au Trésor public. Non, je ne pense pas. Voilà, on croit, j'ai lu dans les journaux que le gouvernement veut s'arroger cet avantage, et dit-on que ce serait de l'argent qui viendrait de, comme vous l'avez dit, de la Banque mondiale, et qu'on ne, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux populations que ceci vient d'ailleurs. Alors, est-ce que vous allez enfoncer le clou, Christian Noah, pour montrer, comme lui, que vous avez... Oui, allez-y, Christian. Mon problème, ce serait déjà, sur l'origine des fonds. Est-ce que c'est une cagnotte? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un prêt remboursable? Lorsqu'on a fini de comprendre l'origine de cet argent, on peut faire des méthodes de calcul anciennes. Donc, un damier avec un seau, c'est-à-dire dans le Japon ancien, le Japon médiéval, lorsqu'on voulait repartir la richesse nationale, on commence par immatriculer les chefs de famille. Un chef de famille, il a 10 pieds. Donc, il a 10 personnes sous son commandement. Et on a des billes, des billes qu'on met dans le Angola, le jeu d'Angola comme au Congo. On a, sur un échiquier en bois, on a des nombres de trous dans lesquels on met le nombre de billes. Après, il suffit de multiplier par 10, on connaît le nombre. Si on n'a pas, ça, c'est un ancien système métrique. C'est vrai qu'il n'y a pas un informatique développé au Congo, mais commençons par quelle zone doit être servie en premier, quels sont les chefs de famille qui vont percevoir une aide et de pouvoir les distribuer, quel système métrique est choisi. Nous avons vu en Gambie, faute d'informatique suffisante, ils ont voté avec des billes qu'on a comptées jusqu'à voir les résultats du suffrage. Par exemple, le Congo-Brazzaville n'est pas prêt, même à des méthodes informatiques, même à des méthodes de système métrique, même à des méthodes d'arithmétique et de calcul simple. Je suis désolé quand même. Voilà.
Alphonsine, les difficultés quant à l'exécution de cette mesure pourtant salutaire. Alors, on n'a pas un fichier bien rodé pour répertorier ces gens. On croit qu'au niveau du fameux ministère des Affaires sociales, on a déjà des listes. Êtes-vous optimiste dans le cadre de cette initiative du gouvernement? Pensez-vous qu'elle va réussir? J'ai un gros doute quand les gens sont incapables déjà de gérer ne fût-ce que les dons de masques offerts par un homme d'affaires chinois. Vous imaginez bien quand il s'agit d'un problème de gros sous, vous savez comment ce gouvernement fonctionne. Pensez-vous qu'ils vont gérer dans la transparence ces 4 milliards? Si ça existe aussi, comme a dit notre compatriote Évrard Nango, est-ce que cet argent existe? Je sais bien qu'il y a une aide de la Banque mondiale qui est prévue, mais je ne sais pas est-ce que cette aide a déjà été versée. Ça, je n'ai pas l'information pour l'instant, je n'ai pas eu l'information. Donc, vous voyez bien, est-ce que cet argent est dans les comptes du Trésor public congolais, comme la question a été posée? Mais non, quant à la redistribution de cette aide, c'est aujourd'hui qu'on découvre un pays sans statistiques, sans fichiers, sans rien. Nous sommes quand même au 21e siècle et on voit bien l'amateurisme, des choses élémentaires qui devaient être mises en place ne sont pas faites. Alors, partager l'argent ou l'aide, mais pourquoi ne pas commencer par payer les retraites? On pouvait bien commencer déjà par payer les retraites, par exemple. On pouvait bien commencer par payer ne fût-ce que 2, 3, 4 mois de salaire, des arriérés de salaire. On le sait très bien qu'au Congo-Brazzaville, quand ils payent les salaires, ce n'est pas tout le monde qui perçoit le salaire en même temps. C'est toujours fractionné, c'est des groupes. Ce n'est pas tout le monde aussi qui a un salaire, hein, Alphonsine, attention. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui a un salaire. Je parle de la fonction publique parce qu'on parle de l'aide. Alors, comment voulez-vous gérer l'aide si vous n'avez pas un fichier? Nous, on a essayé de faire des propositions en réfléchissant. On s'est dit, mais à condition qu'il y ait cet argent, à condition qu'il y ait une gestion transparente, à condition que ça, si ça a été versé, à condition que ça ne soit pas, que ça n'aille pas dans les poches de ces mêmes personnes que vous connaissez. Parce qu'au Congo, vous savez bien qu'il y a des effets d'annonce. Il y a les effets d'annonce et en réalité, sur le terrain, il n'y a rien. Donc, moi, je pense qu'une ville comme Brazzaville, on a déjà un système de gestion, peut-être qu'il ne fonctionne pas bien, mais il y a des quartiers, il y a des blocs, il y a des choses qu'on pouvait bien faire. Il y a des listes, par exemple, pour la caisse de retraite, il y a des listes de ceux qui bénéficient de la caisse de retraite. Il y a le cadastre, il y a des listes des parcelles. Et là, je ne vois même pas comment ils vont faire, parce que j'ai entendu parler d'un recensement qu'ils vont recenser pour apporter de l'aide. Mais vous imaginez bien, il y a eu des listes électorales, soi-disant en 2016. Mais pourquoi ne pas partir sur la base de ces listes-là, dans chaque arrondissement, dans chaque circonscription? Non, mais Madame Nikuza, je veux vous stopper. Les listes sont fictives, non? Je vais vous stopper sur cette question. Oui, mais le Brazzaville, il y a un découpage. Il faudrait qu'on Brazzaville est bien découpé. En vigueur. Et nous sommes dans un état d'urgence sanitaire. C'est un régime d'exception. Donc, oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi recenser maintenant? La place pas au recensement de la population. Voilà. Oui, mais ça, c'est pour des... excusez-moi, s'il vous plaît, quand vous avez avancé vos idées, je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi au moins d'évoluer. Parce que là, je ne suis plus ce que vous êtes en train de dire. Je ne comprends pas. Je vous écoute. Je n'ai pas compris la question, monsieur Évrard Nango. Non, en fait, je voulais tout simplement dire que nous sommes dans un état d'urgence sanitaire, c'est un régime d'exception. Le recensement de la population n'a pas lieu d'être ce qui préoccupe aujourd'hui. Il y a un cadre, un décret qui régit
le régime d'état d'urgence sanitaire. Donc, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis. Je ne dis pas le contraire. Evra, le recensement dont on parle là, Alphonsine, est-ce qu'il s'agit du recensement en vue des élections ou de recenser ceux qui vont recevoir ces dons? Ben voilà la question qu'il faut poser. C'est ça le problème. C'est qu'ils veulent mentir le peuple congolais pour dire que c'est pour les dons, c'est pour l'aide. Mais en réalité, c'est pour autre chose. Donc, c'est ça également ce que nous sommes en train de dénoncer. Nous sommes dans l'urgence sanitaire et les gens vont passer de parcelle en parcelle, tout en sachant que dans Brazzaville, il y a eu l'exode massif des populations vers les campagnes. Ils vont recenser qui? Si les gens se sont déplacés, il y en a qui sont repartis vers les villages. Ils vont recenser comment? Ça aussi, c'est quelque chose, c'est des questions qui se posent. Voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Voilà, nous sommes donc l'initiative est bonne, mais nous sommes en train d'évaluer l'applicabilité de cette initiative, notamment les difficultés. Mais en soi, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, l'initiative, elle est salutaire. Alors, l'initiative est salutaire par rapport à quoi? Mais par rapport à la souffrance des populations, vous ne constatez pas qu'il y a des gens L'initiative salutaire, dans quel sens? C'est salutaire où il faut distribuer de la nourriture aux gens qui en ont besoin. Alors, est-ce qu'ils nous ont dit comment ils ont prévu distribuer ces aides? Ils disent qu'ils ont déjà une base de données. Ça bug. Quoique rudimentaire, mais nous entendons quand même qu'il y a des gens qui ont reçu quelque chose dans toutes les régions, je crois. Il ne faut pas tout rejeter en bloc. Est-ce que nous devrions penser que ce n'est qu'un bluff ou du mensonge, Ngombe? Vous n'y croyez pas? Bon, moi, de mon point de vue, je ferais quelque chose de technique. Donc, le contrôle périodique, le contrôle de périodicité. Nous avons une méthode. Hein, je prends mes méthodes techniques à moi. Les méthodes 4J. Donc, de juin à juin, mais je devrais lire juin. Il y a un autre J qui s'appelle janvier. Non, il y a un autre J qui s'appelle juillet. Il y a un autre J qui s'appelle janvier. Et un autre J qui s'appelle juin. De juin à juin, ça fait 12 mois. Soit en 3 fois 4 mois, soit en 4 fois 3 mois. Lorsqu'on parle de recensement, le recensement général de la population humaine, c'est du ministère de l'Intérieur, mais ça concerne les élections présidentielles, législatives, etc. À ne pas confondre avec un recensement qui permettrait de savoir dans quelle zone apporter une aide subsidiaire. Voilà, faire une bonne différence. Et un État sérieux, c'est anticonstitutionnel de mélanger rien que l'idée d'un recensement pour une élection ou un besoin d'État quelconque avec un recensement du point de vue statistique urgent. Voilà. Ouais, mais vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça logique que pendant le confinement, que les gens passent de parcelle en parcelle pour faire le recensement, on va contaminer combien de personnes? Non, ça, donc vous trouvez ça logique? Ce n'est pas ma responsabilité, je ne peux pas. Justement, ben moi je dénonce rien que ce principe-là. Pendant la crise sanitaire, qu'on mette en place un principe de recensement si on veut aider les gens, qu'on commence déjà par payer les retraités. Ils ont des fichiers, ils ont des listes à la caisse de retraite déjà. Ils commencent déjà par payer les retraités, ils commencent déjà par payer les retards de salaire et après on verra comment ils vont organiser. Brazzaville, une bonne partie de Brazzaville s'est vidée. Vous avez raison de poser le problème en ces termes, Alphonsine, parce qu'on sait qu'il y a du désordre partout. Après le mot d'ordre qui avait été donné par le président le mot d'ordre de confinement, il y a des gens qui ont quitté les capitales, les grandes villes pour la campagne. Alors, comment faire un recensement dans la mesure où on ne sait pas, on n'a même pas les numéros de parcelles, encore que le cadastre est un problème déjà là-bas. Il y a un autre problème, celui des listes dont parlait notre frère Evrard, ces listes que vous-même vous avez déjà critiquées pendant les élections de 2016. C'est tout un problème. Alors, c'est-à-dire le Congo est bien, Brazzaville, je parle de Brazzaville. Il faudrait peut-être se baser sur une façon empirique pour repérer ceux qui ont besoin de cette aide, donc des gens qui souffrent, qui sont Brazzaville est bien classé. Evrard, je ne vous entends pas là, Evrard, je ne vous entends pas, je ne vous vois même pas aussi. Brazzaville est bien découpé. Je voulais intervenir par rapport à ce sujet.
Oui. Non, Brazzaville est découpé en blocs, en Madame quartiers. Luisa, Alphonsine, il faudrait que le Congo a toujours été divisé. Continuez, madame. Non, mais le débat, c'est pas le débat, c'est chacun vient dire ses idées là. allez-y. On est dans les oui, idées, les propositions. C'est une discussion. Vous pouvez prendre la parole. Allez-y, Evra. Bon, je voulais dire ceci, il faudrait que nous devons faire un distinguo parce qu'au Congo, tout fonctionne dans le désordre absolu. Le pays n'étant pas structuré, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Le moment n'est pas propice aujourd'hui de lancer un recensement général de la population. Ce n'est pas le moment propice parce qu'il faudrait que nous respectons le cadre juridique. Oui, mais proposons. Qu'est-ce que vous proposez? C'est de ça. Moi, j'étais en train de faire des propositions, vous me coupez. Faites votre proposition, on vous entend. Calmez-vous, Alphonsine. Non, mais je suis calme. Il propose, qu'est-ce qu'il propose? Moi, j'étais en train de faire mes propositions en coupe. Alors, qu'est-ce que lui, il propose? Mais nous sommes dans un état d'urgence. Ce qui nous préoccupe d'abord, c'est d'abord les conditions sanitaires. Oui, mais proposez. Qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui n'ont rien à manger? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que moi, j'étais en train de réfléchir par rapport aux propositions à faire. C'est de ça qu'il s'agit. On veut que les choses avancent. Oui, mais dire que payer les retraités, ce n'est pas une proposition. Voilà, c'est logique. Mais oui, dites que payer les retraités, c'est une logique. C'est un État qui fonctionne normalement, doit pouvoir honorer ses obligations. Ça, c'est une logique. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les conditions sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une urgence sanitaire. Il y a la pandémie du Covid qui sévit dans notre pays. Les structures sanitaires sont obsolètes. Le système sanitaire congolais est obsolète. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que le Congo puisse s'équiper du matériel sanitaire adéquat pour pouvoir soigner, traiter éventuellement les... Voilà. Oui, mais M. Nango, nous n'allons pas nous éterniser sur ce point. M. Nango, vous ne suivez pas l'actualité, j'ai l'impression. Vous voyez bien que dans le monde entier, les gens se bagarrent pour du matériel. Aujourd'hui, il faut proposer des choses qui doivent sauver des vies tout de suite. Ils se battent pour le matériel et alors mais le matériel, ils n'en auront pas maintenant, c'est fini. C'est trop tard. Alphonsine, il faut penser à d'autres propositions. C'est de ça, c'est là-bas au pays moi, déjà, je suis venu dans l'émission pour proposer autre chose. Au pays, on pense déjà, parce que voyons un peu l'historique de nos émissions sur le corona. Nous avions critiqué ce gouvernement, on a dit qu'il n'y avait pas d'initiative. Et maintenant, on sent qu'ils répondent, qu'ils sont en train de proposer des choses. Alors, il faut maintenant les évaluer. Justement. Et ne pas les rejeter en bloc. Ce serait une espèce de mauvaise foi si vous agissez de cette façon. Nous avons évoqué le problème de la distribution des kits alimentaires. Comment les distribuer? C'est ça. Éventuellement, voilà la question. Il y a des difficultés là-bas au pays à avoir des listes. Les kits alimentaires, étant donné que nous n'avons pas de listing ou bien une base de données fiable, il faut faire du porte-à-porte. C'est tout. Ce que je dis, c'est empiriquement qu'il faut le faire. Nous savons que dans nos quartiers, on connaît ces familles pauvres. Et c'est sur cette base-là, mais de là à penser que le travail sera parfait, c'est toujours difficile parce qu'on sait qu'il Non, il n'y a pas que des familles pauvres. Parlons sérieusement. Le Congo dispose de 5 millions d'habitants. La moitié de la population congolaise... Ce n'est plus 4 millions, Evra? Ce n'est plus 4 millions? Non. Les chiffres aujourd'hui ont évolué. Le Congo dispose de 5 millions d'habitants. Voilà. Dans les 5 millions d'habitants, nous pouvons dire 60% de la population congolaise vit sur le seuil de la pauvreté. Ça c'est une évidence. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons, c'est une réalité. Donc, c'est au moins plus de 3 millions. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a des gens qui urgemment ont besoin de cette aide. D'abord. Mais c'est toute la population, c'est quasiment tout le monde. C'est une question de priorité, je crois. Oui, non? Mais la priorité, parce qu'eux, ils veulent se baser sur le projet Lisungi. Avec le projet Lisungi, on avait répertorié 10 000 familles. 10 000 familles dans l'extrême pauvreté. Mais les 10 000 familles dans l'extrême pauvreté ne sont pas reparties sur l'ensemble de la superficie de la République. C'était dans les régions de Brazzaville, du Poul, et je pense que c'est de Pointe-Noire. Mais dans les autres départements aussi, il y a des gens qui manquent, qui ont besoin urgemment de cette aide humanitaire. Donc voilà. Mais étant donné que nous n'avons pas de listing, nous n'avons pas une base de données fiable, je préfère que non.
qu'on le fasse porte à porte. C'est ce qu'a fait le président Kagame. Absolument, oui, il faut circuler. Voilà. C'est pourquoi je parle de la démarche empirique. Alors, nous allons rapidement, parce que là, je vais lire quelques remarques ici. Nous avons des amis qui... Il nous reste... J'ai des propositions à faire. J'ai plein de propositions à faire. Alphonsine, vous allez prendre la parole. Je voulais lire les remarques des autres. Oui, mais si on me coupe chaque fois que je veux faire des propositions. Bon, mais il faut aussi laisser aux autres le temps de parler, Alphonsine. Oui, mais il faut qu'on me laisse aussi évoluer. Voilà ce que vous dites. Il y en a qui sont là, c'est comme s'ils sont en conflit avec moi. Non. Nzebi Kenge vous dit ceci, qu'elle attende qu'on lui accorde la parole. Bon, voilà, c'est ce qu'il dit. Celui qui suit l'émission. Mungani, le sujet, nous sommes au joint de la communauté, nous faisons le point des mesures prises par le gouvernement, notamment la gratuité de l'eau, la distribution des kits alimentaires, et nous parlerons des bavures policières, nous parlerons également des femmes qui accouchent à la Belle Étoile. Voilà, nous faisons donc le journal, donc l'actualité de ce qui se passe là-bas au Congo-Brazzaville. Miguel Mokonzi Yamboka, bonjour et bonne fête de Pâques. Gilles Louis, merci donc à vous également. Salut à Gervais Birangui, Placide et d'autres dont je ne retrouve pas les noms. Salut à vous, docteur. Salut, donc, Nzebi Kenge, mon Dieu, mais ce n'est pas un débat à bâton rompu tout de même. Bon, vous voyez qu'il y a de l'électricité ici. Hein. À partir de quel recensement que tu donnes ces 5 millions d'habitants? Ça s'adresse à Evra Nango. Hein. Evra, quelles sont les sources de votre chiffre là? Robert Mbongo Mabele, bien parlé, frère. Voilà, donc, merci donc à tous ceux qui suivent cette émission. Nous revenons sur vos propositions. Alphonsine, allez-y, on vous écoute. Alors, vous avez constaté que depuis qu'on a décrété le confinement, les gens partent au marché vendre. Vous avez constaté le désordre qu'il y a dans les transports mal à l'aise. Et pourtant, il est question de mettre en place la distanciation sociale. C'est-à-dire que les gens respectent 1 mètre, 1,5 mètres entre eux pour éviter justement la propagation du virus. Donc, vous voyez bien que le confinement est difficilement respecté parce que justement, les gens n'ont pas de quoi manger. Comme on ne peut pas satisfaire toute la population, quelle que soit l'aide, on n'a pas encore vu l'aide. Donc, le temps de voir la mise en place de cette aide, il faut déjà organiser cette population qui est en déshérence. C'est-à-dire commencer par organiser les marchés. D'ailleurs, j'ai publié un article sur ma page dans ce sens-là, qu'on organise les marchés, qu'on mette de l'ordre dans les marchés. C'est-à-dire faire respecter la distanciation sociale pour ceux qui veulent aller au marché. Bon, j'ai vu que Henri Njombo a commencé à mettre en place quelque chose, c'est à encourager, c'est-à-dire 3 jours de marché par semaine, sauf que les jours qu'il a choisis posent problème parce qu'il a pris le lundi, mercredi, je pense, et vendredi. Il pouvait prendre le mardi, jeudi et samedi. Pourquoi? Parce que le lundi, le ravitaillement des véhicules de produits frais vient le lundi soir, donc lundi soir ou mardi matin. Donc, les gens qui se ravitaillent justement ce lundi soir. Ça, c'est ce que je sais un peu du Congo-Brazzaville, hein, sauf si ça a changé ces derniers temps. Donc, il aurait dû prévoir plutôt mardi, jeudi et samedi. Comme ça, organiser ces marchés-là, mettre de la distanciation par rapport à ceux qui vendent dans les couloirs, c'est-à-dire dans les rues qui sont dans le marché, que les gens s'installent de telle sorte qu'il y ait 1,5 mètre, 1,5 mètre de distanciation. Et deuxième mesure par rapport à ces vendeurs de marché, que chacun mette un masque, qu'ils fabriquent leur masque. Si chacun met un masque, je pense qu'en face de soi, si on a quelqu'un qui est masqué, il ne va pas postillonner sur vous. Donc, ça sera déjà un début de protection si on essaye d'organiser les marchés, puisqu'on a constaté que les gens n'ont rien à manger, il faut bien qu'ils vendent. Donc, ceux qui vont vendre, quelle que soit l'aide que vous allez apporter, par rapport à la durée du confinement, ça sera difficile de nourrir les gens pendant tout ce temps, le temps que la pandémie passe. Et bien après, d'ailleurs, puisqu'après, il y a des conséquences qui vont arriver. Donc, il faut déjà qu'on commence à organiser cette population dans ce sens-là, du moins dans les grandes villes, qu'on essaie de mettre cette distanciation, que la population s'organise, ceux qui peuvent avoir des moyens d'aller faire leurs courses, qu'ils partent masqués,
que le marché, l'accès du marché soit réglementé, déjà, si on commence par organiser ça, ça sera déjà quelque chose de fait. Ça, c'est des choses qu'on peut organiser. Maintenant, concernant le partage de l'aide, l'aide sûrement de la Banque mondiale, c'est ce que j'ai entendu. Mais on ne sait pas, hein, elle est où l'aide? Elle est déjà arrivée, elle est déjà là, on ne sait pas. Donc, pour l'aide, moi, j'ai proposé, étant donné que dans nos quartiers, il y a des blocs, il y a des chefs de quartier. Donc, ça. Voilà, elle a même fermé son micro là, on ne l'entend plus. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut organiser et faire comprendre à la population, mais ça, c'est la communication. Il faut que la communication soit là à fond. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas taper sur les gens. Les gens ne peuvent pas vous écouter quand vous mettez à taper les gens dans les marchés, dans les rues. Il y a Ngombe qui demande la parole, Alphonsine. Voilà. J'en ai d'autres propositions, je vous laisse la parole. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Donc, il y a la main de Ngombe, donc les autres, vous faites autant, quand vous voulez parler, vous levez la main. Alors, Ngombe, je voudrais vous entendre sur le confinement. Il a échoué totalement. Avec tout le désordre qu'on voit à Brazzaville, est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut rendre obligatoire le port du masque, notamment encourager les initiatives qui consistent à se faire confectionner des masques en matériaux locaux? Bon, je ne parlerai pas tellement du confinement, hein. On a déjà parlé plusieurs fois sur les mesures barrières. Ce qui m'intéresse, en fait, pour être bref, c'est sur quelques propositions. Parce que jusqu'à présent, on ne trouve pas des propositions. Là, la question qui a été abordée, c'est sur la distribution de l'aide alimentaire et de certains kits. Donc, nous avons en grand 1, les routes, les voies de communication. Qu'est-ce qu'il y a encore comme routes et qui sont accessibles? Lesquelles ont le droit de circuler, lesquelles n'ont pas le droit? 2, nous avons l'aspect physique. Nous avons les cartes du Congo, mais les cartes physiques. Nous avons les cartes de relief. Donc, je parle là d'un exode massif. Il y a des populations qui ne se sentent pas en sécurité, qui ont quitté les grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire, d'aller dans les villages et tout, ou bien de toute façon, de faire en sorte de ne pas être dans les grandes villes pour leur propre sécurité. Est-ce que dans cette période, on peut utiliser le fluvial? Je prends au niveau de Kintélé comme une zone tampon. Voilà, je sens qu'il y a des coupures de micro, je ne comprends plus rien. Alors, Ngombe, votre micro est fermé. Hein? En se servant du fleuve Congo, vous mettez à l'eau quelques pirogues et tout, en laissant voguer dans le fleuve Congo dans le sens descendant. On a vu des années passées, on a utilisé entre Kintélé jusqu'à la main bleue, à Bas-Congo, par exemple. Et de créer une autre zone tampon qui soit là pour recevoir de la marchandise et de la redistribuer sans faire trop d'efforts. Nous avons les anciennes voies de communication, le CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, la partie qui est encore opérationnelle. On a des anciennes routes comme la route de la Comilogue jusqu'au Gabon, si elle est toujours praticable ou non. Mais il y a un centre comme la ville de l'UTT. Est-ce qu'à partir de l'UTT, on crée un port sec qui soit là pour réceptionner et de redistribuer de manière empirique? On a un registre, le nom, le prénom, un numéro de portable, un certain nombre de kilogrammes de riz ou d'accessoires qui seront distribués, d'aller à l'essentiel. Hein, je ne voudrais pas parler politique, je ne voulais pas rentrer dans les émotions. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement maintenant? Vous sortez les anciennes cartes, l'hydrographie, l'Ironga, Mosaka, etc., par le fleuve Congo. La zone non praticable du fleuve Congo, on connaît, c'est à partir du Djoué, on ne va pas s'aventurer. Ce qu'il y a comme route, lesquelles sont autorisées à rouler, le morceau qui reste de CFCO, est-ce que l'UTT Pointe-Noire, c'est praticable pour soulager certaines personnes, etc. Alors, Evra Nango, je crois que de ce côté, on a dit qu'il n'y a pas de difficulté à distribuer ce kit. On sait comment il se débrouille quand il s'agit des campagnes dans la distribution des t-shirts et autres. Voilà. La corruption, ils savent comment le faire. Alors, Evra, parce que nous allons faire un dernier tour de table, est-ce qu'on peut maintenant parler des bavures, parler notamment des bastonnades qu'on a vues toute la semaine, des femmes qui accouchent à la Belle Étoile? Et on va donc faire un dernier tour de table sur ces questions. On peut les ramasser comme ça, en bloc. Evra, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute, oui.
Alors, je voudrais vous voir réagir sur le reste de ce que nous constatons, notamment les conséquences du confinement, la population en difficulté et qui force donc, qui est en train de braver les autorités, notamment les forces de l'ordre, la réaction des forces de l'ordre à travers des bastonnades. Vous avez vu ce qui se passe dans les quartiers de Brazzaville. On nous rapporte même des scènes de braquage, de vol à Pointe-Noire, des femmes qui accouchent à la Belle Étoile. Tout cela, est-ce qu'on peut, vous pouvez ramasser tout cela et en parler? Oui, effectivement, je peux en parler. Je vais d'abord répondre à la question de l'internaute qui m'avait demandé sur les chiffres sur la population congolaise. Bon, mais je lui renvoie sur les données de la Banque mondiale, de l'OMS et tous les organismes des Nations Unies. Au niveau des organismes des Nations Unies, il peut trouver les chiffres concernant la population congolaise. Effectivement, moi, je suis écœuré de voir un peu ce qui se passe dans notre pays. Je pense que le gouvernement est allé vite en besogne pour décréter le confinement et le couvre-feu en même temps. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Pour nous qui sommes en Europe ici, nous voyons un pays comme la Suède. La Suède n'a pas décrété le confinement total. Voilà, donc, il y a des pays aujourd'hui tels que la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a Taïwan, que le confinement n'est pas total. Les gens se promènent avec des masques respectant les mesures barrières de lutte contre le Covid. Je pense qu'au Congo, c'est ce qui devait être fait parce que nous ne sommes pas assez structurés, nous ne sommes pas structurés comme la France. En voulant copier la France, je pense que le gouvernement congolais s'est tapé, excusez-moi l'expression, une balle sur ses pieds. On ne devait pas agir ainsi et voyons les conséquences. On n'a pas de structures. Les ambulances au niveau des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers aujourd'hui n'arrivent pas à assurer la demande de la population. Les femmes qui accouchent dans la rue, faute de quoi des ambulances. Quand on prend des mesures, mais il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement aussi. Il n'y a pas d'ambulance. Vous décrétez un couvre-feu et le confinement, que les notes, que les véhicules ne peuvent pas circuler librement. Mais comment faire en cas de maladie, en cas de problème au niveau, par exemple, de la population, ceux qui sont dans les quartiers périphériques de la ville, ils ont du mal à se déplacer. Les gens ne peuvent pas. La nuit, il n'y a pas de transport en commun. Et le pays ne dispose pas d'un service d'ambulance ou même les ambulances privées, ça n'existe quasiment pas. Comment faire? Tout ça, ça devait être réfléchi en amont, mais c'est ce qui n'a pas été fait. Voilà, il y a des pillages la nuit. Bon, c'est les policiers qui circulent la nuit. S'il y a des pillages, on va d'abord commencer par pouvoir enquêter. L'inspection générale de la police doit d'abord enquêter pour savoir lesquels qui sont les responsables. Parce que les populations, il y a un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Donc, tout ça, ça n'a pas été réfléchi en amont. On a pris des mesures comme ça et aujourd'hui, les Congolais payent maintenant un lieu tribut par rapport à une politique irresponsable. Voilà, nous allons prendre quelques réactions ici. Tessia Piment, il y a des minutes quand on prend la parole, donc c'est un rappel à l'ordre. Joséphine Bantimba, désolé, le Congo n'a pas 5 millions d'habitants, à moins de compter aussi les morts du poule. Décidément, Evrard, tu veux vraiment attaquer là. Hein? Salut donc à Arnaud. Mais il faut avoir les chiffres des Nations Unies, c'est pas moi qui l'invente. Voilà. Bon, Arnaud Bozeli, ma foi, donc, qui est en train de suivre également. Comment faire respecter, donc Tessia, comment faire respecter alors que les gens vendent par terre? Voilà, il y a des problèmes d'hygiène. Alfred Gina Dingissa, salut. Donc, salut à Grenard Wubaouna. Salut une fois de plus à Ndebi Kenge. Le NEC plus ultra. This is difficult. OK, Albert Gina Dingissa. Il faut que les autorités interdisent la vente par terre de la nourriture. Ça, c'est un problème réel, ça. Hein? Le problème d'hygiène. Je voudrais vous entendre réagir là-dessus. Après, Alfred Gina Dingissa, plus des étalages par terre. Nous avons vu ces images à Bakongo, le Premier ministre en train de circuler et des gens respectant la distanciation sociale, d'autres non. Et voilà. Gervais Birangui. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais oui, mais il faut qu'on corrige ça, Vlad, maintenant, non? Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas maintenant que... Au moment où nous traversons une crise sanitaire, que maintenant il faut chercher à corriger ça. Mais ce sont ces crises, justement, Evrard, ce sont ces crises qui permettent aux gens justement de faire avancer les choses, d'initier d'autres démarches, d'inventer.
Voilà. Oui, mais c'est ça l'incompétence de la ministre de la Santé, Madame Nicolo. Le problème d'hygiène révèle de sa compétence. Voilà. Donc, si elle n'a pas été à la hauteur des enjeux, mais elle n'a qu'à démissionner. Aujourd'hui, est-ce que, Evra, je ne voulais pas engager un débat avec toi sur cette question. Est-ce que le problème de l'hygiène des ordures, des denrées par terre concerne cette dame ministre? C'est à elle, parce que vous avez même des le problème d'hygiène. Vous n'avez jamais vu. Peut-être qu'il y a longtemps que vous avez été. Evra, il y a longtemps que vous avez été à Brazzaville, vous ne voyez pas des immondices jetés par-ci par-là. Ce sont ces ministres qui doivent aller. Mais le problème d'hygiène concerne le problème. Allez surveiller les gens au millimètre près, à la seconde près pour dire ne jetez pas ceci. Les gens ne sont pas du tout sérieux. Allez voir mais c'est pour cela. Les immondices plateau de 15 ans quand même. Le coronavirus nous révèle que le Congo, ce n'est pas un État structuré. Et voilà. Il y a des carences au niveau de l'État, de la situation de l'État. Et ça se fait voir aujourd'hui à l'œil nu. Autant que tu reproches à ces dames, ces gouvernants de mal faire, mais il faut éduquer la population, apprendre aux gens à suivre ces règles d'hygiène, à se laver les mains, à conserver les poubelles dans je sais pas comment dire, des cannes fermées, à éviter d'importer les mouches sur les marchandises que nous vendons. C'est ce spectacle. Bon, maintenant pour le reste, le gouvernement a effectivement le devoir de les encadrer, mais reconnaissons que le problème d'hygiène se pose en termes de non-respect des consignes données peut-être par les autorités. Certainement que ces autorités le font, mais nous avons aussi une responsabilité personnelle. Tout autour des autorités. Tout tourne autour des autorités compétentes. Voilà. Le système de santé regroupe aussi l'hygiène alimentaire. Tout ça, ça rentre dans le cadre. Parce que dans le système de santé, il y a la prévention et la partie préventive. Mais je vous apprends que même ici où nous habitons, en Occident, il y a des individus, des citoyens qui ne respectent pas ces règles-là. Pensez-vous que ces gouvernements soient des gouvernements incompétents ou qui ne respectent pas? Il y a des structures de lutte, il y a des structures sanitaires de lutte contre les mauvaises hygiènes qui sont là pour contrôler si les normes, Moi, j'ai appris ça à l'école, c'est-à-dire qu'on nous enseignait ces règles d'hygiène en classe quand j'étais encore enfant. Peut-être que vous l'avez appris comme moi. Alors, laissez-moi terminer ceci, Evra. Ma proposition est de demander, c'est Gervais Birangui, de demander aux forces armées, je vous demande de réagir là-dessus aussi, aux forces armées congolaises, leader par un général, de distribuer la nourriture urgemment de porte en porte dans les 12 départements. Pensez-vous que cette mesure soit salutaire? Alors, vous avez, je crois que vous notez, hein, les points. Alors, vous avez Serge Armand Zanzala. Si nos députés et conseillers locaux et municipaux étaient sérieux, il serait intéressant de les associer à la gestion des dons. C'est ce dont je viens de parler, notamment ceux qui connaissent ces militants, qu'ils utilisent pendant les campagnes. Alors, ils connaissent bien leur circonscription, les députés. Alors, est-ce que les militaires doivent distribuer ces dons? Pensez-vous que ce soit les hommes politiques qui supervisent cette action? Dernier tour de table et puis nous allons nous séparer car il nous reste moins de 5 minutes. Alphonsine? Mais c'est l'idée que j'ai avancée tout à l'heure quand je vous ai parlé des quartiers, des chefs de quartier, de blocs, de circonscriptions. Et l'armée, et les militaires, il faut les associer. Alors, si les militaires peuvent aider, pourquoi pas? Alors, quand il s'agit d'organiser les marchés, puisque l'économie, c'est l'économie informelle que nous avons, les gens, j'ai bien vu les vidéos des dames qui disent si nous, on ne vend pas, on ne peut pas vivre. Alors, ces dames-là, par exemple, qui vendaient des vêtements, à la limite, pendant le confinement, il faut les aider autrement parce qu'on ne doit vendre que des produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits alimentaires. Alors, les marchés, il y a quand même des entrées et des sorties dans nos marchés. Hein. Donc, on peut bien faire intervenir comme partout ailleurs, mais il faut que ce soit des forces de l'ordre, pas de désordre, comme nous connaissons au Congo, des gens qui n'ont aucune déontologie, aucune loi, qui ne connaissent pas ce qu'il y a à faire, sauf taper sur les gens. C'est ça aussi le problème du Congo. C'est des gens qui sont là, qui font la police, mais qui ne savent pas ce que c'est que le respect de la vie d'autrui. Donc, c'est ça. Les marchés, par exemple, il y a quand même des entrées et des sorties. Il y a des endroits où on sait qu'ici, on peut boucler par ici, et puis celui qui passe pour aller vendre doit respecter certaines normes. Les gens vont respecter s'ils savent que s'ils ne vendent pas, il n'aura rien
ils vont respecter automatiquement si on met de l'ordre. Et chaque peuple a besoin d'ordre également. Mais s'il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre partout. Qui va respecter personne ne respecte le désordre. Dans le désordre, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais si on essaie de mettre de l'ordre, déjà encadrer les vendeurs, l'économie informelle, déjà encadrer ceux qui vendent des produits alimentaires, c'est surtout ça, on les voit dehors. Et ceux qui n'ont pas des choses à faire à l'extérieur, qu'ils restent confinés. Maintenant, confinés, c'est par rapport à l'aide. Donc, apporter de l'aide à ceux qui n'ont rien. Et là, on voit bien, comme notre compatriote a dit, quand il s'agit de distribuer des t-shirts pendant les campagnes électorales, on sait comment faire. Voilà. Donc, il y en a qui passent de maison en maison. Donc, on peut bien faire devant une parcelle. Ah non, il y a votre sac de riz ici, venez récupérer. Qui est là, c'est un tel. Et de l'extérieur de la parcelle, on note le nom qui réceptionne, il y a combien de personnes, ainsi de suite. On n'est pas obligé de recenser, faire du recensement comme ils ont dit. Alors, après, il faut qu'il y ait un contrôle après. Alors, mon cher ami Ngombe, Evrard, tu vas conclure sur un autre chapitre. Alors, Ngombe, comment faire pour que ces dons ne soient pas détournés encore? Parce que nous avons vu que les autres dont on parle, notamment ceux du milliardaire chinois, sont allés dans d'autres directions. Comment sécuriser ces produits pour faire que ces militaires ou ces fonctionnaires ou ces hommes politiques ne les détournent pas? Comme on a vu dans certains pays, je prends le cas du Ghana, l'armée est mise à contribution et pour la distribution et une partie pour le nettoyage de la ville. Mais le Congo est un pays fragile. Nous sommes traumatisés par plusieurs guerres civiles. La présence des militaires n'est pas tellement bien acceptée. Surtout, il y a des gens qui ne supportent même plus de voir une arme à feu. Et le contexte était trop brusque avec un copier mal collé. Copier-coller l'Occident. Vous n'êtes pas ceux qui ne sont pas en Occident. L'Occident a ses structures, il y a un ordre, il y a la discipline. Mais au Congo, on fait du copier-coller. Au confinement, on ajoute un couvre-feu, c'est des militaires, c'est des armes dans la rue. Pas besoin d'armes à feu en ce moment. S'il y a de la sécurité, c'est de la sécurité urbaine, c'est des véhicules légers, il y a du positionnement de quelques groupes à gauche, à droite, ceux qui font de la distribution et tout. Le Congolais est fragile et traumatisé. Je ne voudrais pas voir des armes à feu. Déjà, ce n'est pas le moment. Maintenant, si en cas de distribution, comme a dit une des panélistes, l'armée ne pénètre pas le domicile de quelqu'un. La Constitution ne le permet pas. Ils n'ont pas un mandat d'amener, ils n'ont pas un mandat de perquisition, ils n'ont pas déclaré officiellement guerre civile. Il y a le porte-voix. Vous restez à distance, vous parlez en langue vernaculaire, en Congo, en Lari, en Dondo, en Teke, en Makwa. Vous dites aux gens qui est le chef de famille, il sort de son domicile, il vient prendre un peu de riz. On note un seul nom, on note le nom du chef de famille. Pas besoin de s'intéresser à sa cuisine interne, qu'est-ce qu'il a dans son foyer, s'il est polygame ou non, ça c'est sa vie privée interne. Ramener de la confiance aux populations, c'est la recombinaison. Le Congo a trop d'armes à feu pour un seul pays. Et des Berdem, BM-21, hélicoptères de combat, avions de combat, c'est trop. Ce n'est pas le moment. On peut accepter de voir un véhicule qui arrive. Il y a un conducteur, chauffeur, un chef de cabine. Les autres qui vont descendre faire de la distribution, il y a 2 qui sont en armes, ça suffit. Mais il y a 20 personnes en armes avec des chargeurs, avec des lance-roquettes, ou bien quoi? Non, ce n'est pas ça. En tout cas, pour une mauvaise distribution, le Congo-Brazzaville est le dernier pays du monde. Même le Népal, même le Bangladesh, même le Ouganda, même Mais vous abusez quand même, mon cher Ngombe. Non, là, nous, le dernier pays du monde entier. Pour ce contexte actuel de Covid, on a confondu le confinement avec le couvre-feu, déployer des armes de combat, incapables de distribuer l'air. Ngombe, on n'a pas confondu, on a dit au cours d'une émission ici que le pouvoir, justement, veut régler ses affaires par le touchement de ce Covid, de ce confinement. Anticonstitutionnellement, l'esprit des lois. L'esprit des lois. Alors, nous allons avancer. Merci donc, mon cher Ngombe. Blaise de Bazadila. Non, vous avez Tessia. Il n'y a pas de loi qui nous oblige à respecter le couvre-feu. Bon, Tessia, vous devez vous adresser à ceux qui sont là-bas au pays. Hein. Non, soyez cartésien. Renez Descartes. Voilà. En faisant ça, je m'expose. Si je sors, je me cache. Je regarde, on se coin, il n'y a rien.
Je vais au coin de la rue faire quelque chose, je regagne mon domicile sans qu'on ne puisse me voir. Je ne m'expose pas moi-même parce qu'un sergent, depuis la guerre du 5 juin, il n'a jamais évolué en grade. Il est en colère. Et voilà, il me tire une balle parce que je me serais exposé comme ça. Mais vous avez vu ce jeune homme dans un quartier, je crois que c'était à Wednesday, qui a été bastonné et a voulu faire le dur et le policier a continué à le charger. C'était anticonstitutionnellement. La police, elle est éduquée. Alors, Evra, nous avons une information. Nous avons Yves Lekanza à Bangui. Je souhaite que Serge Armand me contacte inbox à la fin de l'émission. Alors, Serge Armand, vous avez là une demande de M. Yves Lekanza à Bangui. C'est un doyen de la communauté là-bas. Arrange Malonga. Nos dirigeants sont des rois dans leur tête, non des serviteurs du peuple. Il n'y a aucune humilité de nos dirigeants. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, réaction. Bon, je dirais ceci par rapport à la proposition que l'armée contribue dans la distribution des aides alimentaires dans la population. C'est une très bonne chose. Depuis la nuit des temps, on n'a pas cessé d'interpeller notre armée par rapport au drame que vivent nos populations. Il y a eu des inondations au Congo-Brazzaville. On n'a pas vu l'armée se déployer, aller aider les populations qui ont subi les inondations, les érosions, les glissements de terrain, ainsi de suite, alors que le Congo dispose d'un corps de génie bien formé, équipé avec du matériel. On ne les a pas vus. Donc aujourd'hui, l'armée congolaise doit occuper pleinement son rôle. Le rôle de l'armée, c'est de contribuer aussi au développement du pays, comme ça se passe dans d'autres pays, dans les pays développés. Je renchéris aussi par rapport à ce que M. Christian Noah Ngombe a dit. Oui, l'armée doit contribuer, mais ils ne doivent pas être armés pour distribuer de la nourriture. Les militaires n'ont pas besoin d'avoir des armes. Non, voilà. Ils peuvent avoir un individu pour sécuriser la troupe, mais tout le reste, même s'ils sont en tenue militaire, voilà, ils ne sont pas armés pour ne pas traumatiser les populations. C'est déjà bien. Voilà. Oui. Et même dans le maintien de l'ordre aussi, parce que nous ne pouvons pas laisser uniquement la police et la gendarmerie faire le travail. Nous pouvons aussi mettre l'armée congolaise à contribution aussi dans le maintien de l'ordre les jours du marché et encadrer aussi. Mais je souhaiterais aussi que dans les couvre-feux, pendant le couvre-feu la nuit, que l'armée aussi puisse être là, présente aussi aux côtés de la gendarmerie et de la police pour qu'il n'y ait pas trop de bavures. Parce que déjà, le couvre-feu, nous voyons déjà des bavures policières. Il y a des gens qui sont sommairement abattus sans explication. Pourquoi? Parce que nos policiers, nos forces de l'ordre manquent de déontologie. Voilà, donc voilà, tout merci. ça… Oui. Merci Evra, nous allons refermer ce journal parce que vous savez qu'on nous reproche de faire de longs courriers, des journées de 2-3 heures et nos amis de Brazzaville disent qu'ils ne peuvent pas nous suivre parce que le crédit ne leur permet pas de suivre ces vidéos, hein. Je crois. Hein. Voilà, donc nous allons nous efforcer d'être un peu plus bref désormais. Je ne sais pas s'il y a quelques réactions de dernière minute ici au niveau de ceux qui suivent l'émission. Sinon, nous allons refermer. Attendez, je vois. Bon, voilà, il n'y a plus de… Voilà. Serge Armand Zanzala qui parle d'un document de la Banque mondiale. Bon, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, Serge. Voilà. Merci donc d'avoir été l'invité du journal de la communauté, Evra Nango. Quand même, Evra Nango, un dernier mot en tant qu'homme politique. On n'entend plus les gens de la diaspora, Alphonsine. Ces plateformes-là, vous ne vous prononcez pas sur la question même du Covid-19 au Congo. On n'entend pas des initiatives de votre part, notamment les hommes politiques, sur des collectes éventuelles. On n'a pas arrêté de se prononcer, on n'a pas arrêté de Alphonsine, il n'y a pas de cotisation. Sauf que les idées, il faudrait que les idées soient reprises aussi. On peut terminer sur ce point. Sans aux affaires. Aujourd'hui, étant membre de l'opposition congolaise, et membre de la diaspora, ben, nous Voilà, Evra est parti. Il est parti. Alors, Evra? Oui, mais la parole, c'était à moi. C'était à toi. C'était à toi. Bon, mais allez-y. Oui, mais chaque fois, c'est ma parole, il prend la parole. Alors. Bon, la question s'adressait aux deux. Hein? Voilà, je vais dire ceci. Moi, je lance un appel. Depuis longtemps, on n'a pas arrêté, moi personnellement, de publier sur la protection, que chacun se confectionne son masque. J'ai même mis comment faire un masque avec un pagne, comment les gens s'organisent avec une chaussette.
et sur notre page de CRC Brazza, la plateforme, on a mis, on parle du Covid-19, comment le peuple congolais doit se protéger. Moi, je lance un appel aux mamans du Congo-Brazzaville et aux papas, bien sûr. Pendant le confinement, pourquoi les enfants qui ne vont pas à l'école ne restent pas dans la maison, dans les parcelles? Gardez les enfants dans les parcelles parce que les enfants sont très sensibles à ce virus. Ce virus s'accroche facilement aux enfants. Et les enfants vont revenir dans la maison avec le virus et vous contaminer, vous mettre en danger. Gardez vos enfants dans la maison, ne les laissez pas traîner dehors parce qu'il faut garder les enfants dans les parcelles, dans les maisons, dans les parcelles. Ça, c'est un message que je voulais lancer pour tout le Congo-Brazzaville et au-delà. Gardez les enfants à l'intérieur des parcelles.